Donc, pour poursuivre l'exposé de José Alain Sahel, je vais continuer sur la signalisation métabolique et redox du gène nucléoredoxine-like 1 dans la prévention de la cécité. Vous comprendrez facilement que le gène nucléoredoxine-like 1 code pour le facteur Road-Derived Cone Variability Factor, et je vais revenir juste sur son identification assez rapidement. Donc, je mets une deuxième diapositive qui résume la rétinopathie pigmentaire selon l'exposé de José, donc qui était à Strasbourg, et cette fois-ci nous sommes arrivés à la place de la Bastille, qui explique bien que chez les patients atteints de cette pathologie, la première phase est en fait surtout une perte de la vision nocturne et un rétrécissement du champ visuel qui aboutit inexorablement à la cécité. Donc, la première phase de mon exposé concerne la découverte du facteur et la manière dont nous avons procédé pour le faire. Alors, comme José l'a bien dit, la chose était la suivante. Il vaut mieux chercher un signal endogène, sachant que ce signal existe, donc plus physiologique, que de rechercher en fait quel facteur pouvait avoir un effet dans cette pathologie. Donc en fait, on a utilisé les cultures d'embryons de poulet mises au point par Ruben Adler à Johns Hopkins, parce que ces cultures représentent un modèle, lorsqu'il est manipulé de manière appropriée, de culture enrichie en cônes. Donc les cônes sont 3% des photorécepteurs chez les mammifères, et ils dominent la rétine des oiseaux pour des raisons d'histoire évolutive. On a fait l'hypothèse qu'il y avait bien un mRNA exprimé normalement dans la rétine et qui est exprimé pour une protéine qui était sécrétée, et cette protéine sécrétée était capable de faire survivre les cônes. Donc, basé sur cet essai-là, à grande échelle, on a pris une banque d'expression de tous les gènes exprimés dans la rétine normale, qu'on a transfecté dans des cellules COS qui sont simplement des véhicules. On a récupéré ce que ces cellules COS étaient capables de sécréter. On l'a placé sur des cultures enrichies en cônes en plaque 96, et on a regardé la viabilité avec une plateforme qu'on avait développée qui donne les cellules vivantes en vert et les cellules mortes en rouge. Après 210 000 clones criblés par cette méthode, donc non pas individuellement mais par pool de 100 clones, on a identifié un facteur qui s'appelait RDCVF même avant qu'on l'ait identifié. Et la surprise qu'on a eue était non seulement que ce facteur n'existait dans aucune base de données à l'époque, mais en faisant des recherches bioinformatiques avec mon collègue Olivier Poc à Strasbourg, on s'était aperçu que la RDCVF était codée par un gène qui s'appelle nucléoredoxine-like 1, qui code pour deux produits. Et là, c'est devenu tout à fait intéressant, et c'est effectivement le sujet véritablement d'une avancée importante. Il code d'abord pour le facteur trophique qu'on cherchait, et il code pour une autre protéine qui est une thyrodoxine et qui explique très grossièrement pourquoi mon exposé est suivi par le spécialiste mondial des thyrodoxines, Harold Holmgren, du Karolinska Institute. La chose très bizarre en biologie, c'est qu'en fait, l'intron qui sépare les deux exons du gène NXNL1 doit normalement être épicé, et de ce fait-là, on arrive à rejoindre les séquences en acides aminés rouge, bleu et verte pour former cette molécule qui est une thyrodoxine, qui a une activité thiol-oxydoréductase. Chose assez étrange, on s'est aperçu que normalement, il y avait un défaut de splicing qu'on appelle alternative splicing, enfin épissage alternatif. Et cet épissage alternatif, dans le cas présent, faisait que l'intron était retenu dans le messager, ce qui est tout à fait rare, et en plus, il y avait un codon stop en phase. Donc la protéine RDCVF que nous avions identifiée par clonage par expression était en fin de compte un facteur trophique qui correspond à une thyrodoxine tronquée qui n'a aucune activité thiol-oxydoréductase. Donc j'essaye de vous expliquer pourquoi on était intéressé, donc c'est Harold Holmgren qui m'a donné cette diapo-là. La réaction thyrodoxine, qui sont des protéines qui régulent le stress, qui régulent l'homéostasie redox dans les cellules, en fait, finalement, est capable, lorsqu'une protéine a des cystéines oxydées, de les réduire par une réaction qui est en deux étapes et qui implique ces deux cystéines du centre actif des thyrodoxines. Ce qu'il faut savoir dans cette réaction, qui est très importante par rapport, si on la compare par exemple à une phosphorylation, c'est que la thyrodoxine au départ est réduite, ces cystéines sont réduites, et à la fin de la réaction,
son substrat est réduit, mais la thyroïdexine, elle, devient oxydée. Donc c'est un système qui est cyclique, hein. C'est important de noter. Donc une des premières étapes qui nous a mis sur la voie du mécanisme d'action, c'est aussi l'expression de NXNL1. Donc avec un anticorps anti-RDCVF, comme José l'a montré, on avait très bien montré que dans la rétine, l'expression de RDCVF se retrouvait au niveau des photorécepteurs, et comme c'est 97% de bâtonnets, on pouvait dire que c'est grossièrement exprimé par les bâtonnets. On verra qu'on n'avait pas la résolution à cette époque-là pour voir si c'était exprimé par les bâtonnets et les cônes. Ensuite, on a bien entendu inactivé le gène et étudié le profil d'expression dans les coupes de rétine par hybridation in situ. Et avec mon étudiant, Sacha Reichmann, on s'est aperçu qu'effectivement, on avait un signal très fort dans la souris normale au niveau de la couche des photorécepteurs. Donc ça, c'est les noyaux des photorécepteurs, principalement les bâtonnets, mais qu'il y avait aussi un signal moins important au niveau de la rétine interne qui correspond probablement aux cellules bipolaires. De manière intéressante, on voit bien que même le signal qui est en interne est spécifique, puisqu'il n'y a aucun signal chez la souris chez lequel le gène a été inactivé. Mais par contre, lorsqu'on a voulu étudier ce signal chez la souris RD1, on s'aperçoit que la souris RD1 à PN8, c'est-à-dire lorsqu'elle a encore des bâtonnets, on a bien un signal au niveau de la couche des photorécepteurs et au niveau de l'INL, mais à 35 jours, lorsque les bâtonnets ont dégénéré, bien sûr, il n'y a plus de signal au niveau des bâtonnets puisqu'ils ne sont plus là, mais même le signal au niveau de la rétine interne a disparu. C'est comme si, alors que les cellules, qui sont les cellules bipolaires, sont toujours maintenues. C'est comme si l'expression du gène NXNL1 était complètement dépendant des bâtonnets, d'abord exprimés par eux-mêmes, et même dans les cellules qui sont comme les cellules de la rétine interne qui expriment NXNL1, son expression dépend de la présence des bâtonnets. Donc on a voulu forcément aller plus loin que la souris, puisque dès le départ, le projet était translationnel. Donc il nous a fallu étudier l'expression de NXNL1 chez l'homme. Donc pour ça, on a mis au point avec une étudiante, Marie-Noëlle Dolifer, qui est aujourd'hui prof à Bordeaux, un système qui permet de récolter le matériel de rétine en chirurgie, matériel qui était considéré comme res nullus, c'est-à-dire qui allait à la poubelle. On l'a récupéré pour faire des ARN, et on voit que la qualité des ARN, après opérations qui suivent les décollements rétiniens. Donc, de cette façon-là, et en comparant avec des individus sains qui étaient des tissus post-mortem, on a pu s'apercevoir que lors du décollement rétinien, tous les patients qui avaient un décollement rétinien qui ont été opérés ici, et dont on a prélevé leur rétine, avaient une baisse d'expression d'un marqueur des photorécepteurs qui est la rhodopsine, on le voit très bien. Et ici, pour la NXNL1, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de surprise à attendre que ce qu'on avait observé chez la souris, qu'on a observé chez le rat, qu'on a observé chez le chien, n'est pas vrai aussi chez l'homme. C'est la partie translationnelle. Donc ça a été réalisé grâce à des puces à ADN, donc, qui permettent d'avoir les profils pour l'ensemble des gènes qui étaient connus à l'époque. Bien entendu, pour gérer ce type d'informations, on parle de dizaines de milliers de gènes, il faut forcément suivre cette information-là avec des moyens qui sont les moyens de la bioinformatique. Donc on a mis au point avec Olivier Poc et Frédéric Blond une base de données qui est à l'Institut de la Vision, qui a une partie qui est accessible au grand public sur le web, sans logging. Les logins, c'est juste pour protéger les données qui sont non publiées. Vous pouvez accéder à toutes nos données transcriptomiques déjà publiées, et accès aux banques de données et plein de choses, c'est très important. Donc je vais revenir sur la partie transfert à la clinique que José a évoquée, et il y aura un peu de rappel forcément. Donc la première chose qu'il faut adresser, c'est l'objectif médical. Donc l'objectif était clairement qu'aujourd'hui, les patients deviennent aveugles en deux phases, perte de vision des bâtonnets suivie de la perte des visions des cônes, sans doute liée à au moins une perte d'activité trophique, c'est-à-dire la perte d'expression de RDCVF et la perte d'expression du gène NXNL1, et le futur où on réinjecte le facteur trophique qui est perdu pour maintenir la vision centrale et donc laisser un patient avec un handicap mineur qui est représenté par la cécité nocturne congénitale stationnaire, CSNB. Donc, très en amont du projet, on avait bien identifié que prévenir
la perte des cônes, le secondaire des cônes, permettrait, comme me le disait José, cité dans un papier, à 1,5 million de personnes dans le monde de voir aussi bien que Jean Nougaret. Donc José a expliqué, Jean Nougaret, qui est un vinaigrier de la région de Montpellier, et son histoire avec l'armée napoléonienne et tous ses descendants. Ce qu'on avait bien identifié, c'est qu'en fait, il y a quand même 65 loci de gènes pour cette pathologie-là, et aujourd'hui 58 gènes identifiés. Donc 58 gènes de n'importe quel type de transmission, autosomal dominant, X-link, lié à l'X, ou autosomal récessif. Une approche généralisée qui consiste à prévenir la perte de vision des cônes de la vision centrale est tout à fait médicalement relevante. Donc, nous avons d'abord fait une démonstration avec la protéine qu'on a injectée à la souris RD1 que je vous ai expliqué, et on a bien montré, en fait, finalement, que la protéine toute seule, purifiée, avait une activité de protection sur les cônes qui dégénèrent dans ce modèle de la souris RD1, qui est un modèle récessif. Donc, on a passé directement à un modèle dominant, donc c'était beaucoup plus un challenge beaucoup plus important d'avoir un effet sur un modèle dominant, puisque le modèle dominant, les bâtonnets meurent dans ce cas-là sous forme de la toxicité de la protéine mutante, et on a obtenu exactement le même résultat, une protection en injectant la protéine plusieurs fois, une protection des photorécepteurs à cônes. Et comme le disait José, les reviewers nous ont challengés en nous disant, voilà, vous avez une protection des cônes, mais lorsque vous mesurez le RG photopique, c'est-à-dire la fonction des cônes, la fonction a l'air d'être plus préservée même que les cônes eux-mêmes. Donc, les cônes ont effectivement ce segment externe qui contient les opsines, les molécules donc, qui sont importantes pour la vision. Et effectivement, on comprend bien ici qu'un cône qui est encore vivant, mais qui n'a pas de segment externe, va être un cône non fonctionnel, alors qu'en présence des RDCF, un cône qui a ce segment externe préservé va être un cône qui va être encore capable de répondre aux tests électrophysiologiques. De manière intéressante aussi, pour revenir sur les travaux qui sont des travaux anciens, il est évident que l'expression de RDCF ne dépend pas de la mutation qui cause la pathologie. Ici, on avait pris des co-cultures pour démontrer qu'il y avait l'existence d'un facteur trophique, et vous remarquez bien que lorsqu'on prend des rétines de souris RD1, c'est-à-dire une rétine où les bâtonnets expriment une mutation récessive dans le gène de la phosphodiestérase, en fait, tant que les bâtonnets n'ont pas dégénéré, c'est-à-dire à 35, à 5 jours, ils sont encore capables de produire l'effet trophique. Ce qui veut bien dire que la protection est indépendante de la mutation causale. On peut dire que les bâtonnets, qu'ils soient normaux ou mutés, sont capables de faire survivre les cônes. C'est simplement que lorsque les bâtonnets mutés ont dégénéré, enfin sont morts, qu'il n'y a plus de protection. Donc bien sûr, pour arriver à une méthode plus appropriée de délivrer la protéine, plutôt que d'injecter plusieurs fois la protéine au patient, on s'est tout de suite adressé vers des méthodes de thérapie génique. Donc les thérapies géniques des pathologies oculaires est principalement adressée aujourd'hui en utilisant des adéno-associated virus. Donc l'adéno-associated virus a plusieurs avantages par rapport à d'autres vecteurs viraux. Donc le premier par rapport au rétrovirus, c'est qu'il n'y a pas d'intégration. Donc l'intégration dans des proto-oncogènes avait été le problème rencontré par Alain Fischer lors de ses essais pour une autre pathologie, et aussi est peu immunogène. Un des gros problèmes de l'adénovirus est qu'il déclenche en général des réactions inflammatoires dont un patient atteint d'une maladie génétique liée au métabolisme était décédé aux États-Unis en 1999. Donc depuis, tout le monde utilise des adéno-associated virus qui sont des vecteurs qui comprennent en fait finalement pratiquement plus de séquences de l'adéno-associated virus lui-même, mais principalement deux régions en terminale de l'ADN simple brun, et au milieu, on met simplement l'ADN qu'on voudrait faire surexprimer. Ici, bien entendu, la séquence de nucléotidique qui code pour RDCVF. Donc le principe de la méthode, c'est simplement de faire une injection sous-rétinienne. Il y a d'autres manières de faire, mais l'injection sous-rétinienne est tout à fait appropriée dans notre cas.
On a montré que lorsqu'on faisait une injection de souris rétinienne, bien entendu, on ne cherchait pas à protéger les bâtonnets, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à mettre l'adéno associé de virus dans les bâtonnets, puisque finalement, ils vont dégénérer et que RDCVF ne protège pas les bâtonnets. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'injecter dans cette zone-là, et il va principalement infecter les cellules de l'épithélium pigmenté rétinien. Donc on voit ici un schéma de ce que représente l'épithélium pigmenté rétinien, et là on voit un photorécepteur à cône, et on voit que l'épithélium pigmenté rétinien est en train de phagocyter à raison de 10% par jour le segment externe qui contient cette opsine. La raison de la phagocytose des segments externes des photorécepteurs est très probablement liée à la présence du lipide polyinsaturé dans ces membranes, qui sont des repliements de membranes qui contiennent l'opsine, qui est une protéine à 7 doigts membranaires coupée aux protéines G. Et elle doit changer de conformation, comme ça a été montré dans un cours. Pour changer de conformation, il lui faut une composition particulière en acide gras, dans ces lipides, dans ces phospholipides. Et cette composition fait qu'elle est insaturée. Et insaturée veut dire qu'elle est très très sensible aux produits d'oxydation. L'oxydation, normalement, produit par la lumière, notamment. Donc, en fait, les segments externes qui contiennent les opsines sont très très sensibles et en fait sont très rapidement peroxydés, détruits par le stress oxydatif. Donc, ce que fait la nature, c'est qu'en fait, elle les régénère en les phagocytant au niveau de l'épithélium pigmenté rétinien, et ils sont constamment régénérés à raison de 10% par jour. Donc 10% par jour, ça veut dire que l'ensemble du segment est remplacé tous les 10 jours. Donc pour les personnes qui ont 80 ans, sachant que les photorécepteurs à cône, comme tous les photorécepteurs, sont des neurones et qui ne se renouvellent pas, ça fait que le photorécepteur est en train de renouveler pendant 80 ans, tous les 10 jours, l'ensemble du segment externe. Voilà. Donc, lorsqu'on met dans cet épithélium pigmenté rétinien RDCVF, il va en fait le sécréter et se substituer à l'absence des bâtonnets. C'est exactement ce qu'on montre ici. Donc, on est forcément en phase de développement de l'essai préclinique, on teste plusieurs types de vecteurs. On voit ici celui-ci et celui-ci. On voit bien qu'on a l'expression de RDCVF par l'épithélium pigmenté, qui normalement ne l'exprime pas. On voit ici que lorsque on met les milieux conditionnés produits par ces cellules en culture qui produisent RDCVF, on a une protection ici du nombre de cônes des cultures enrichies en cônes faites à partir d'embryons de poulet. Donc tout semble bien marcher. Bien entendu, les cônes, ce sont les cônes de poulet. Nous n'avons pas l'intention de faire de la thérapie génique chez les poulets, mais chez les humains. Donc on est obligé de passer par un modèle intermédiaire qui est la souris, qui est le modèle le meilleur qu'on puisse avoir avec les financements qu'on a, puisque bien entendu on pourrait travailler sur des modèles plus grands, mais la souris a tous ces modèles spontanés de dégénérescence des photorécepteurs. Et on a monté une plateforme avec Emmanuel Clérin, entièrement automatisée, avec un peu de flou. On voit que chaque petit carré de la rétine de souris monté à plat est compté après marquage de tous les cônes. Donc tout ça, c'est fait de manière automatisée, qui est inspirée de la méthode stérologique dont José parlait, mais qui a le grand avantage d'être automatisée, c'est-à-dire de ne pas requérir quelqu'un qui regarde les images et qui compte le nombre de cellules. Ensuite, bien entendu, pour voir quels sont les effets de ces thérapies en se rapprochant le plus possible de la situation sur laquelle on voudrait appliquer cette thérapie chez l'homme, on est passé à l'optocinétique, qui est en fait le déplacement de la souris sur une plateforme lorsque les raies noires et blanches se déplacent en présence, bien entendu, de lumière, c'est-à-dire qu'on teste en fait la fonction des cônes. Donc on voit que l'acuité visuelle mesurée chez la souris de cette façon-là est précisément montrée par nous-mêmes dans la plateforme de phénotypage de l'Institut de la vision. On voit ici, au cours du temps, la non-évolution de l'acuité visuelle d'une souris normale, donc elle a une acuité visuelle normale. Et on voit ici que la souris RD10, qui est la souris sur laquelle on travaille, qui a aussi une mutation dans le gène de la phosphodiestérase, mutation récessive, on voit bien qu'au début, elle a quelques problèmes, mais surtout, on voit bien qu'arrivée à 50 jours d'âge, elle est totalement aveugle. Donc ça nous permet d'avoir des essais fonctionnels, relevant par rapport à l'objectif thérapeutique et assez rapides. Donc assez récemment, on a réussi à utiliser un vecteur qui combinait RDCVF et RDCVF-L, j'y reviendrai après, pour montrer effectivement, comme José l'a dit, qu'il y a vraiment une préservation de l'acuité visuelle de cette souris
qui, si elle est reportée en termes de pente aux 4% de perte d'acuité visuelle observée chez les patients souffrant de rétinopathie pigmentaire chez l'homme, en fait, correspond au maintien de la vision pendant 44 ans, dans cet essai précisément. Hein. José disait plus de 10 ans. Et on retrouve bien, en fait, les descendants de Jean Nougaret qui se trouvent dans cette fenêtre-là, c'est-à-dire des gens qui ont continué à avoir une vision centrale, alors qu'ils ont toujours la pathologie, ils ont toujours la rétinopathie pigmentaire. Donc, bien entendu, ça, c'est ce qui est en cours. Et de par mon origine et ma curiosité, on s'est toujours posé la question de comment ça marchait, puisque finalement, la découverte du RDCVF, c'est aussi une façon de réfléchir comment pouvaient dégénérer secondairement les cônes. Donc la première chose qu'on a faite, qui est un grand classique, c'est d'inactiver le gène. Là qu'on voit, donc wild-type allèle, ça correspond au gène NXNL1 et son exon 1 qui contient le démarrage de la transcription, hein, le codon ATG pour la méthionine. Donc on met des sites, aujourd'hui LOX par recombinaison homologue, et puis des marqueurs. Hein. Et lorsqu'on fait une recombinaison de ces sites LOX, hein, qui viennent d'un bactériophage, on obtient l'excision de l'exon 1. Donc finalement, lorsqu'on regarde la rétine de cette protéine avec un anticorps, on voit que chez la souris moins, hein, ce qu'on appelle moins, il n'y a plus d'expression du tout de la protéine, ni RDCVF, ni RDCVFL. Donc, forcément, ce qu'on a fait, on a regardé le phénotype de cette souris, et effectivement, au départ, on ne peut pas dire qu'on était absolument tout à fait satisfait, parce que, contrairement à d'autres collègues qui travaillent, par exemple, dans le domaine du développement, la souris adulte avait l'air d'être normale, avait l'air d'avoir une vision normale. Alors, je précise que le gène est exprimé uniquement dans l'œil, donc on ne s'attendait pas à autre chose ailleurs. Et puis finalement, il a fallu à Thérèse Cronin attendre un petit peu pour voir que finalement, il y avait une perte progressive en fonction de l'âge. Il y avait une perte de la vision des photorécepteurs à cône, mais aussi les photorécepteurs à bâtonnets. Et on s'est aperçu, vous voyez ici, on voit bien que l'épaisseur dont José montrait, l'épaisseur des noyaux de la couche externe des photorécepteurs, qui représente 97% de bâtonnets chez la souris, en fait, est inférieure chez la souris mutée, chez la souris qui n'a plus le gène NXNL1, et on voit que ça progresse avec l'âge. Une des explications pour avoir un phénotype qui n'était pas complet, c'est qu'il y a un phénomène de compensation. Donc très tôt, on s'est aperçu qu'il n'existait pas que le gène NXNL1, mais il y avait un gène qui s'appelle NXNL2. Donc NXNL2, c'est exactement la même structure que NXNL1, avec une forme courte qui est un facteur trophique et une forme longue qui serait une glutarédoxine. Mais ça se ressemble beaucoup. Mais on voit ici que les deux souris perdent leur cône. Donc est-ce qu'on pense peut-être, mais pas complètement. Hein. Tout de suite après, on s'est intéressé forcément au stress oxydatif. Donc j'ai oublié de dire que le jour où l'article dans Nature Genetics a été accepté sur l'identification des RDCVF, donc j'ai joint Arnold Green et j'ai été le voir au Karolinska, parce que forcément c'était totalement nouveau pour moi. Et on s'est intéressé ici à tester la présence de défauts liés au stress oxydatif dans la rétine de cette souris. Donc il y en a un qui est très connu, qui est la chroléine, là, on voit bien autour des cônes qu'il y a un marquage beaucoup plus important. Donc effectivement, le gène NXNL1 a au moins un de ces produits qui a un rôle direct de protection contre les atteintes du stress oxydatif. Donc c'est ce qu'on marque ici, et PUFA, c'est pour polyunsaturated fatty acid. On pense très clairement que le rôle NXNL1 a un rôle de protection de la peroxydation des lipides dans les photorécepteurs à bâtonnets. On l'a montré aussi avec un autre marqueur qui est lui un marqueur retrouvé dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge. On voit bien que chez cette souris, il y a une augmentation de ce marqueur MDA dans la rétine. Et comme le gène n'est pas exprimé dans le cerveau, l'inactivation du gène ne provoque pas d'augmentation du MDA dans le cerveau de cette souris. Bien entendu, l'oxydation, c'est intéressant, mais comme dans la rétine, on s'est tout de suite intéressé à la photooxydation, puisque, comme l'a dit José, effectivement, la lumière est la source très probable de ce déficit. Donc, on a refait des expériences, donc ça c'était Irène Lee Rivera qui a fait ça dans le labo, qui venait de Mexico. On voit bien que si
on applique 0 lux. 0 lux veut dire que l'animal n'est pas exposé à une lumière, il est simplement maintenu dans le noir. Il y a quand même une différence, mais très légère, entre la souris NXNL1- et NXNL1++. Donc là, on parle de l'épaisseur de la couche des photorécepteurs, c'est principalement des bâtonnets. Mais on voit, dès qu'on augmente la lumière, 1700 lux, on voit que ça décroche très fort. 2500 lux, ça décroche encore plus. Donc on peut clairement proclamer que NXNL1 protège contre le stress photo-oxydatif, du moins les bâtonnets. Dans un article plus récent, le travail a été fait par Islam, en fait, on a aussi regardé l'effet chez cette souris du stress photo-oxydatif à 2500 lux, mais en ayant préalablement réintroduit par thérapie génique un AAV qui code pour la thyrodoxine RDCVFL. Et on voit bien ici que RDCVFL a un effet direct de protection contre la perte d'épaisseur de la couche des bâtonnets qui, en fin de compte, leur mort. Donc, dans le gène NXNL1, ceux qui protègent contre le stress photo-oxydatif des bâtonnets, c'est bien la thyrodoxine RDCVFL. Une chose qui a été très intéressante dans cette histoire, c'est que en fait, on avait un gène avec deux produits, un qui était une thyrodoxine et l'autre un facteur trophique. Et c'était clairement montré ici que lorsqu'on introduit chez la souris RD10 et qu'on mesure l'activité des cônes, la forme longue, RDCVFL, elle n'a aucun effet de protection sur les cônes. Ça, c'est quand même assez fantastique, puisque en même temps, lorsqu'on regarde les mêmes souris, on voit bien qu'il y a une réduction, justement par la forme longue, du niveau de peroxydation lipidique. Donc on a deux protéines avec deux fonctions très distinctes, mais qui agissent exactement dans le même modèle. Ce qui est encore plus étonnant, et pour l'instant on n'a pas la solution, c'est que lorsqu'on regarde la protéine RDCVFL, elle a entièrement la séquence de celle-ci. Donc elle est véritablement, il y a un jeu de conformation qui fait qu'elle est incapable, avec sa séquence plus longue, de faire ce que fait la forme RDCVF la plus courte. Comme on s'intéressait donc au stress photo-oxydatif et au rôle des thyrodoxines, on a lancé aussi une expérience avec Ram Friedrich et Alain van der Soller pour identifier quelles pouvaient être les protéines dont les cystéines oxydées étaient régulées par la thyrodoxine RDCVFL. Donc pour ceci, on a fait le protéome ou l'interactome de RDCVF dans la rétine, RDCVFL dans la rétine, et identifié un certain nombre de protéines. Donc il y en a certaines qui sont intéressantes. Et puisqu'il y a un biais neurodégénérescence, on s'est intéressé surtout à valider la microtubule associée de protéine Tau, qui est la protéine Tau qui forme des agrégats dans le cerveau des patients atteints d'Alzheimer. Très rapidement, on s'est aperçu qu'effectivement, chez la souris moins, il y avait une augmentation de la phosphorylation de Tau dans la rétine, donc en l'absence de NXNL1, et grâce à des prélèvements de cerveau obtenus par Charles de Kertz à l'ICM, où on voit bien qu'on a un essai qui permet de voir l'agrégation de Tau dans le cerveau des patients souffrant d'Alzheimer. On a effectivement aussi dans la rétine de la souris NXNL1-, une augmentation de l'agrégation de Tau qui participe probablement, bien que ce ne soit pas encore prouvé, à la dégénérescence des photorécepteurs à bâtonnets. Donc avec Arnold Holmgren, on a montré aussi que RDCVFL en fait, régulait l'état d'oxydation de Tau, son oxydation étant probablement impliquée dans son hyperphosphorylation, son agrégation qui produit la dégénérescence neuronale. Bien entendu, tout ça, c'était bien du point de vue d'une enzyme, on sait comment ça marche. C'était un peu plus difficile de concevoir comment RDCVF marchait, puisque, comme je l'ai dit au départ, il n'a pas d'activité thiol-oxydoréductase. C'est une protéine, comme toutes les thyrodoxines, qui est sécrétée par un mécanisme qui ne requiert pas de séquence leader, et par un mécanisme qui actuellement est inconnu. Personne n'a encore montré comment les thyrodoxines étaient sécrétées par les cellules, mais toutes les thyrodoxines sont sécrétées. Donc l'activité trophique entre les bâtonnets qui sont ici et les cônes suggérait l'existence d'un modèle par activation d'un récepteur de surface. Bien entendu, l'activation d'un récepteur de surface, c'est bien, mais il n'y a aucun récepteur pour les thyrodoxines qui n'est connu, et encore plus pour une thyrodoxine tronquée. Donc on a eu recours à des méthodes qui sont des méthodes qui dérivent des premières méthodes qu'on a utilisées de criblage par expression. Donc la première chose qu'on a réalisée, c'est qu'en fait, avec Emmanuel Moïse, à Marseille,
c'est de réaliser qu'en fait, si on prenait la protéine RDCVF et qu'on la marquait à l'iode 125, il y avait bien un binding spécifique, ça c'est les ligands récepteurs interaction, sur les cônes, binding qui n'existait pas si on prenait les épithéliums pigmentés rétiniens. Donc on savait qu'il y avait un binding spécifique sur les cônes, on l'a recherché par une méthode qui s'appelle le Far Western Blotting. Donc dans tous ces gels-là avec ces bandes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des extraits de rétine enrichie en cône, à partir de poulets, on a fait des extraits membranaires, on a pris la protéine RDCVF qui était couplée à la GST, hein, c'est une protéine recombinante, et ensuite on a utilisé la protéine GST-RDCVF comme un anticorps en révélant la présence de GST sur la membrane grâce à un anticorps anti-GST. Il s'est avéré qu'on a une bande ici qui est très spécifique. Alors je passe tous les contrôles négatifs. Tous les contrôles négatifs, celle-ci était la protéine qui était dans la fraction membranaire, qui n'interagissait pas avec RDCVF-L, qui n'interagissait pas avec GST, qui était absente des fibroblastes de poulet, puisqu'on pensait que c'était forcément spécifique de la rétine. On a découpé ici la bande qui correspond dans un gel Koumassi et identifié toutes les protéines qui se trouvaient à cet endroit-là. Il y en a à peu près 200. Donc, au lieu de passer les 200 protéines au crible, on a eu un peu de chance à cette époque. C'est que finalement, il y avait une protéine qui a un seul domaine transmembranaire, qui existe sous forme d'un variant d'épissage du gène qui s'appelle Bassigin 1, Bassigin. Et ce Bassigin 1 avait été identifié comme étant spécifique des photorécepteurs. Chose intéressante, les Japonais qui avaient réalisé l'inactivation de ce gène chez la souris avaient montré qu'elle avait plein de déficits partout, qu'il y avait beaucoup de souris qui mouraient, mais dans celles qui survivaient, elle avait une dégénérescence progressive des photorécepteurs. Donc on l'a considéré comme candidat numéro 1. Le candidat numéro 1 a pu être validé grâce à un anticorps que nous a gentiment envoyé Judith Horschreiter de Floride. En fait, effectivement, ce qu'on voyait depuis le début, c'est bien l'interaction de RDCVF avec cette protéine membranaire qui s'appelle Bassigin 1, un variant d'épissage qui a 3 IG domaines qui est exprimé spécifiquement par les photorécepteurs. Najet Ali a pu vérifier ça dans une méthode non plus de Far Western Blotting, mais une méthode où les cDNA pour ces protéines fusionnées à la phosphatase alcaline sont exprimées dans ces cellules. Donc on avait en fait identifié une protéine de surface qui est un récepteur de surface orphelin qui interagit avec RDCVF. On était totalement satisfait. Il nous a fallu encore du temps pour montrer que la survie des photorécepteurs dépend de la présence de Bassigin 1 chez les cônes. Donc ceci a été fait par ARN interférence. On voit très bien que si on annule l'expression BSG1 dans les cônes, RDCVF n'a plus aucune activité trophique, est incapable d'augmenter le nombre de cellules qui survivent. Donc on était content puisqu'on avait un récepteur fonctionnel. Là où il y avait encore des exceptions, c'est que bien entendu, personne n'avait jamais identifié un mécanisme d'action de ce récepteur Bassigin 1. Donc on a été obligé de refaire le tour. Donc là, on a fait une autre immunoprécipitation avec l'anticorps contre BSG1 et on a regardé toutes les protéines qui pouvaient être associées à BSG1. Et c'est là qu'on a trouvé, Anthony Karuter, on a trouvé GLUT1 qui était très spécifiquement associé à BSG1. On a pu le montrer en FRET. Alors en FRET, on voit bien que c'est des interactions qui se font par transfert d'énergie. Il faut véritablement qu'à la surface, les deux protéines membranaires, GLUT1 qui est le transporteur du glucose et BSG1 qui est une protéine avec un doigt, il faut vraiment qu'ils soient très très près pour que ce transfert opère. Et on avait utilisé comme contrôle négatif un transporteur du lactate parce que par contre, il était connu que BSG2, c'est-à-dire celui qui n'a pas 3 IG loop, interagissait avec les transporteurs du lactate, ce qui liait déjà au métabolisme. Donc une fois qu'on a eu le ligand avec son corécepteur et son effecteur, on s'est intéressé forcément au transport du glucose lui-même, et on a pu démontrer qu'effectivement, il y avait un parallèle entre l'effet de RDCVF sur la survie des cônes, qui est observé pour RDCVF et pas pour RDCVF-L, comme en thérapie génique, et l'effet sur le transport du glucose lui-même, réalisé avec une sonde. Donc on voit bien que seul RDCVF est capable d'augmenter l'entrée du glucose dans la cellule, et la cellule est le cône. Tout a été fait en fait sur ces cultures enrichies en cône pour prévenir
pour éviter qu'il y ait... Ensuite, on s'est aperçu de quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, GLUT1, son expression à la surface, n'est pas modifiée par RDCVF. C'est-à-dire que ce n'est pas un mécanisme type insuline. Il y a un récepteur pour RDCVF qui va faire augmenter la translocation de GLUT1 à la membrane. Il n'y a véritablement pas de modification de l'expression de GLUT1 à la surface. Bien entendu, on a montré que l'effet trophique de RDCVF dépendait aussi de GLUT1, donc on pouvait les associer. Si on silençait GLUT1 dans ces cellules, eh bien, il n'y avait plus d'effet trophique. Dans une expérience réalisée par Géraldine, qui est ici, qui est plus étonnante, mais très intéressante, due au fait du présence de glucose dans les milieux de culture, avant de mesurer la capacité de RDCVF à stimuler l'entrée du glucose, il a fallu enlever RDCVF. Donc elle a enlevé RDCVF, elle a mesuré, on voit bien un écart très important avec le contrôle négatif qui est PCNA3 à 1 heure, c'est-à-dire il y a une augmentation très importante de l'entrée du glucose en présence de RDCVF. Puis on voit que, puisqu'il est enlevé depuis 2 heures, ça commence à se relaxer, il n'y a plus vraiment de différence, et à 3 heures, il n'y a plus du tout de différence. Donc ceci implique clairement que ce qui fait fonctionner l'entrée du glucose, c'est la formation du complexe absolument nécessaire entre RDCVF, BSG1 et GLUT1. Si ce n'est pas une question de stimulation, si vous enlevez RDCVF, le système se relaxe de nouveau et l'entrée du glucose est de nouveau comparable au contrôle négatif. Bien entendu, le fait que BSG2 interagisse avec les transporteurs du lactate a un petit peu compliqué les choses, puisque finalement, un groupe aux États-Unis avait montré que si on fait l'inactivation du transporteur du lactate, les photorécepteurs dégénèrent. Donc pour parer au déficit qui est de cibler à travers l'inactivation de BSG uniquement BSG1, le récepteur de BSG, il faut faire le knockout du variant d'épissage qu'on a fait et on n'a pas encore de résultat complet pour l'instant. Donc on a utilisé une observation qu'on avait faite à l'époque avec Jocelyne Kaplan à Necker, recherchant des mutations dans le gène de NXNL1. On s'était aperçu qu'en fait, il y avait des patients qui avaient une mutation ponctuelle dans le gène NXNL1 qui codait pour une forme RDCVF avec une substitution d'un acide aminé acide glutamique pour une lysine dans un domaine qui se trouve à la surface de RDCVF. Ce variant de RDCVF, on l'avait clairement montré in vitro, Géraldine l'avait montré, qu'il avait un déficit dans sa capacité à faire survivre les cônes, ce qui est montré ici. Donc on voit bien RDCVF souris et RDCVF humain exercent une protection sur les cônes du poulet, et celui-ci est déficitaire. Le déficit n'est pas lié à une différence d'expression, parce qu'il est même plus exprimé que la version normale, et n'est pas lié à un déficit de sécrétion, puisqu'il est sécrété de la même façon. Par contre, on voit bien que la forme mutée a un déficit à augmenter l'entrée du glucose dans les cellules à cône. Lorsqu'on a fait des expériences de Far Western blotting, alors les protéines ont été préparées par Jacques Bellalou à Pasteur, on s'est aperçu que si on prenait la protéine RDCVF wild-type, on obtenait bien une interaction avec BSG1, pas de problème. Et si on prenait la protéine mutante, on voyait bien que l'interaction avait très largement diminué. Alors ça dépend des versions. Si la version est bonne, on voit qu'il y a un petit soupçon de bande, je ne sais pas si on le voit. Bon, c'est complètement annulé. Alors que les protéines sont faites de la même façon. Donc on a pris cette protéine wild-type et cette protéine mutée, et cette fois-ci, on l'a injectée, on l'a d'abord mis dans un AAV, et cet AAV a été testé pour son capacité en fait, à être exprimé, et on voit bien que le wild-type et le mutant sont exprimés au même niveau. Par contre, lorsqu'on l'injecte à la souris RD1 et qu'on cherche à faire protéger les cônes, on voit bien que clairement, alors que la wild-type augmente la densité des cônes de la souris RD1 par rapport au contrôle qui est GFP, le mutant est absolument sans activité. Donc je pense que cette expérience démontre très clairement par juste une mutation dans un domaine d'interaction que l'interaction entre RDCVF et BSG1 est absolument cruciale au mécanisme de survie des cônes. On s'est ensuite intéressé forcément à la signalisation plus loin, et forcément on s'est intéressé au devenir du glucose. Donc le glucose rentre à travers le transporteur du glucose et il est métabolisé. Donc la première chose qu'on a vérifiée, c'est effectivement
RDCVF, comme le métabolisme du glucose produit de l'ATP lors des réactions, effectivement, RDCVF augmente le contenu d'ATP intracellulaire. Donc ensuite, on a essayé de bloquer plusieurs voies. Donc la première voie qu'on a bloquée, puisqu'on est en neurobiologie qui avait un rôle avec le stress oxydatif, on a bloqué en fait la voie des pentoses phosphates. Alors la voie des pentoses phosphates, c'est la voie qui régule la réduction des thyrodoxines et justement le stress, le métabolisme, l'homéostasie redox. Donc cette molécule, en fait, n'a aucun effet sur la capacité des RDCVF à induire la survie des cônes. Donc on pouvait dire que ce n'est pas cette voie-là qui est importante dans notre essai avec ces cellules de cône. Ensuite, on a bloqué, et là c'était un peu plus intéressant, on a bloqué l'entrée du pyruvate à l'intérieur de la mitochondrie. Donc on supposait, comme c'est un neurone, que la mitochondrie est très importante, que finalement ça allait forcément se finir là. Et là, grosse surprise, on bloque l'entrée du pyruvate dans la mitochondrie et RDCVF stimule toujours. Donc là, la mitochondrie est hors jeu complètement de cette histoire. Donc on s'est résolu à bloquer la lactate déshydrogénase, puisque le pyruvate peut soit entrer dans le cycle de la phosphorylation oxydative dans la mitochondrie, ou alors être métabolisé en lactate, qui ressort par les transporteurs du lactate. Et on a bloqué, grâce à l'oxamate, la lactate déshydrogénase, qui est spécifique, et on s'est aperçu qu'ici, effectivement, on bloquait complètement l'effet trophique de RDCVF. Cet inhibiteur ne tue pas les cellules, il empêche simplement la stimulation. Donc on a acheté un bel appareil et on a mesuré online le métabolisme des photorécepteurs à cônes sur lesquels on travaillait, et on a effectivement confirmé qu'au lieu d'être utilisé dans la phosphorylation oxydative, le glucose de ces cellules, et on voit ici l'effet de l'oxamate, est utilisé par la glycolyse aérobie. C'est-à-dire qu'en fait, le glucose il est métabolisé comme ça, et il va dans cette voie-là. Celui qui est stimulé par RDCVF, je précise. Donc le mécanisme de glycolyse aérobie, c'était assez intéressant parce que finalement, ça pouvait nous ramener à une explication de ce qui est observé chez la pathologie, dans la pathologie. Donc on voit ici les bâtonnets fournisseurs RDCVF qui, l'IBSG1, augmentent l'entrée du glucose. Glucose, lui, qui vient de la circulation choroïde à travers l'épithélium pigmenté rétinien. Et la glycolyse aérobie a été décrite comme quelque chose qui était un métabolisme spécifique des cellules à prolifération importante, comme les cellules cancéreuses. En 1920, Otto Warburg l'a décrit vraiment comme le mécanisme spécifique des cellules cancéreuses. Mais en fait, les cellules cancéreuses, au lieu d'utiliser le carbone venu du glucose et de l'oxyder complètement pour en faire du CO2, ils utilisent des intermédiaires, c'est-à-dire que en fait, la glycolyse est un peu ralentie et ça fournit un certain nombre d'intermédiaires qui sont des carbohydrates qui sont utilisés pour la prolifération, c'est-à-dire pour se diviser. Ici, on a bien expliqué 10% de renouvellement du segment externe des cônes par jour. On a exactement l'analogie, c'est-à-dire qu'on a besoin d'énormément de carbohydrates pour renouveler le segment externe. Donc, en l'absence de RDCVF, ce qu'il va faire, c'est qu'il n'y a plus assez de carbohydrates du fait de l'absence de stimulation de l'entrée du glucose et de la glycolyse aérobie, et le segment se raccourcit. C'est exactement ce qu'on observe en pathologie. Donc, l'autre chose que José n'a pas voulu en parler, mais l'autre chose, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que, étant donné que le cône est maintenu dans un stade où il n'a plus son segment externe, mais qu'il est encore vivant, le cône dormant qu'on va venir après, il est évident que dans certains cas, en cherchant un peu plus, on pourrait aussi faire reconstruire les cônes aux patients qui ont une rétinopathie pigmentaire, et dans cette fois-ci, on ne bloquerait plus la progression de leur pathologie, mais il y aurait une sorte de restauration de l'acuité visuelle. Bien entendu, on y met tous les efforts qu'on peut pour essayer de le démontrer chez des modèles. La glycolyse aérobie et l'effet Warburg, c'était amusant, puisqu'il a eu le prix Nobel en 1930. Il avait publié en 1924 que finalement, l'effet Warburg, la glycolyse aérobie, était spécifique de toutes les cellules cancéreuses, puisque c'était observé nulle part dans tous les tissus humains. Et la seule chose qu'il avait observé, c'est qu'il y avait une exception, c'était la rétine. Donc on voit ici, en plus, que c'est des rétines d'oiseaux, c'est-à-dire des rétines enrichies en cône. On voit un niveau de production des lactates très important. Et lui, il pensait que c'était un artefact. Et on est content, quelques années après, presque un siècle, de lui montrer que ce n'était pas un artefact et ce qu'il avait vu, c'était juste.
Donc, je vais finir par la dernière partie qui consiste en fait à l'idée du metabolic and redox signaling et la venue et l'organisation d'un symposium, d'un workshop cet après-midi. Donc, une fois qu'on avait identifié le ligand par clonage par expression et le récepteur par une approche protéomique, on pouvait penser qu'on avait la signalisation entière. Le bâtonnet fournit le ligand, RDCVF, et les cônes expriment le récepteur BSG1. La chose était finie, tout était dit. Donc on a mis en challenger cette expérience, donc c'est Meishin qui se trouve ici qui l'a fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a inactivé le gène NXNL1 dans les cônes. Donc là, on voit qu'on a les sites LOXP qui entourent l'exon 1 du gène NXNL1 qui produit la protéine RDCVF et RDCVF-L. Et cette fois-ci, si on inactive dans tout le corps, on a perte du gène. Mais on peut aujourd'hui faire exprimer la créocombinase, qui est une issue bactériophage, dans des cellules particulières en utilisant des approches transgéniques où on met la créocombinase, par exemple, sous le contrôle du promoteur des opsines des cônes. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va recombiner le gène NXNL1 uniquement dans les cônes. Donc c'est ce qui est montré ici. On voit bien, selon les primers, que la souris ---- a une bande ici parce qu'elle est recombinée, mais que la souris, donc ça c'est les contrôles négatifs, mais que la souris conditionnelle a effectivement une recombinaison uniquement dans les cônes. On a attendu un petit peu, enfin Meishin a attendu un petit peu, et très rapidement, il s'est avéré, enfin après quelques mois, il s'est avéré que contrairement à l'hypothèse initialement formulée, l'inactivation de NXNL1 dans les cônes a un effet sur la vision. Donc on voit ici la souris NXNL1-, on mesure l'amplitude de l'ERG flicker dit Hertz, qui est ici, et on voit bien qu'entre la souris normale et la souris NXNL1-, il y a un vrai déficit. Mais même la souris NXNL1 conditionnelle, c'est-à-dire avec une recombinaison uniquement dans les cônes, elle n'aime pas du tout non plus. Elle a un phénotype un petit peu intermédiaire. Donc c'est ce qu'on a voulu approfondir. Donc ça avait été observé, ce phénomène avait été observé chez une souris qui avait près de 8 mois. Donc s'il y a un déficit lorsqu'on annule l'expression du gène NXNL1 dans les cônes, c'est que NXNL1 devait être exprimé par les cônes. Ça paraît évident, mais il faut encore le démontrer. Donc cette fois-ci, on a collaboré avec nos amis électrophysiologistes, Jens Zubel, et aussi avec Denise Dalcara pour la thérapie génique. On a fabriqué un reporter GFP sous contrôle du promoteur des cônes. On l'injecte dans le vitré de la souris normale et on voit qu'en fait, les cellules qui sont GFP positives, elles sont marquées avec un anticorps contre l'opsine des cônes. Donc on peut identifier ces cellules comme des cônes. Donc ça a grandement favorisé leur identification. Donc on a pu ponctionner le cytoplasme, montrer qu'ils avaient une électrophysiologie compatible avec les cônes, et ensuite utiliser ces cytoplasmes pour faire des ARN et étudier l'expression des deux variants d'épissage du gène NXNL1, RDCVF et RDCVF-L. Chose assez intéressante, en fait, il s'est avéré que, alors que la rétine totale, le contrôle positif, on retrouve facilement les messagers de la forme longue thyroïdoxine et de la forme courte, le facteur trophique, on s'est aperçu qu'en fait, les cônes n'expriment que la forme thyroïdoxine. Ils n'expriment pas la forme trophique. Donc c'est intéressant. Et là, c'est juste pour montrer qu'en PCR single cell, enfin simple cellule, il vaut mieux être robuste puisqu'on peut avoir des surprises. Donc, puisque la thyroïdoxine est exprimée dans les cônes, le déficit de fonctionnement devait être lié au stress oxydatif. Donc là, on a mis la souris dans cette atmosphère pendant une semaine, à 75% d'oxygène à la place de 21%, et ensuite on a mesuré l'effet de l'hyperoxie justement sur ces souris. Donc on a déjà un effet évident de l'hyperoxie sur la fonction des cônes de la souris NXNL1-, donc à plus d'où le gène NXNL1, mais on voit bien aussi qu'il y a un effet très profond chez la souris NXNL1 cône creux CD-CD, c'est-à-dire avec une inactivation spécifique des cônes. Donc effectivement, le déficit créé chez la souris à 1 mois est un déficit qui est observé lié au stress oxydatif. Donc il y a le stress oxydatif lié au vieillissement, donc les 8 mois, et il y a un stress oxydatif qui peut être provoqué par l'exposition d'un animal à 75% d'oxygène.
Donc là, c'est juste pour vous montrer que les effets sont encore plus évidents si on mesure un deuxième type d'ERG, qui est l'ERG flicker, et aussi si on compte les cônes, il y a bien une dégénérescence des cônes. Donc, arrivé ici, on pouvait clairement identifier que RDCVF, alors c'est L, excusez, hein, RDCVF L avait un effet protecteur contre le stress oxydatif, et de là encore probablement protéger les acides gras polyinsaturés des segments externes contre la peroxydation. Une chose que j'avais montrée au début, c'est qu'en fait, l'expression de NXNL1, elle est dépendante des... Hein? Ah ouais, c'est presque fini, j'ai presque fini, je vais. Donc, ce que j'avais montré au départ, c'est qu'en fait, l'expression du gène NXNL1 est strictement dépendante des bâtonnets. C'est-à-dire que même s'il y a des cônes qui survivent après les bâtonnets, ces cônes, l'expression de NXNL1 est perdue, comme il est perdu dans les cellules bipolaires. Donc on s'est fait une réflexion, on s'est dit, dans ces cas-là, même la souris RD10 pourrait être protégée par la forme longue. Les cônes pourraient être protégés par la forme longue. Alors, dans cette version-là, le gène RDCVF-L est placé directement sous contrôle de promoteur de l'opsine, donc il est exprimé dans les cônes de manière cell autonomous, on dit. Donc, contrairement à ce qu'on a observé lorsque RDCVF et RDCVF-L sont exprimés de façon non-cell autonomous, par exemple par le RPE, RDCVF n'a pas d'effet, mais c'est RDCVF-L qui protège dans les cônes. Donc on voit bien qu'on a l'image complètement en miroir de ce qu'on voyait tout à l'heure, avec la forme L ayant aucun effet sur la réponse électrophysiologique des cônes. Donc c'est mon avant-dernière diapo. Donc l'avant-dernière diapo, c'est la redox et metabolic signaling. Finalement, on voit bien qu'il y a deux produits. Ça, c'est lié à un déficit de splicing qui n'existe pas chez les cônes, donc particulièrement intéressant. Hein. Quel est le mécanisme qui fait qu'ici, il y a une forme trophique qui est créée par rétention de l'intron et qu'ici, ce mécanisme n'existe pas. On a vu tôt la phosphorylation des lipides, l'interaction avec BSG1, la glycolyse aérobie. On voit bien ici, évidemment, que lorsqu'il y a trop de stress oxydatif qui est produit par la mitochondrie, en fait, la glycolyse est arrêtée et le glucose 6-phosphate prend le chemin de la voie des pentose-phosphates. Et les pentose-phosphates, en fait, sont des molécules qui rechargent les thyrodoxines, c'est-à-dire qui réduisent les thyrodoxines réduites, dont RDCVF-L. Donc on peut se poser honnêtement la question de savoir si la forme RDCVF, à travers le glucose, ne contrôle pas l'activité de RDCVF-L dans les cônes. Et ça expliquerait assez bien aussi le phénomène en deux temps. D'abord, on perd la vision, mais le cône est encore là. Puis, la thyrodoxine qui protège les cônes contre le stress oxydatif, son expression diminue. Il n'y a plus de glucose, c'est plus rechargé. Et la défense contre le stress oxydatif est atténuée. Et les cônes meurent définitivement durant les années chez le patient. Donc là, je voulais juste remercier les 4 premiers auteurs du papier qu'on a publié dans Cell qui décrivaient le mécanisme d'action. Donc Géraldine et Najat sont ici, et Ram, non, je ne pense pas, et Emmanuel et Oski. Tous ceux qui ont financé, je dois en oublier, et je vous remercie.